Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Africa Monde Today. Vous avez raison. C'est dans le cadre de votre émission Face à l'élite. Nous avons un sujet très important, la République démocratique du Congo. D'un côté, un dialogue différent comme le veut le chef de l'État, qui l'a si bien dit lors de son passage au Gabon, ou carrément un référendum. Alors la question se pose également. D'un côté, un dialogue national est en préparation avec les confessions religieuses pour bien évidemment décrisper la crise politique, mais de l'autre côté, une loi référendaire encadrée par la Constitution ravive également le crainte d'une révision de la Constitution, ce qui conduirait bien évidemment le chef de l'État vers un troisième mandat. Alors avec moi sur ces plateaux, il s'agit bien évidemment d'un élite, c'est un journaliste, monsieur Henri Tchimbalanga, qui est journaliste et promoteur du magazine Rendez-vous. Henri Tchimbalanga, bonjour et bienvenue dans Face à l'élite. Bonjour, chers confrères, et merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Et je pense que on a toujours attaché de l'importance partout où on nous appelle pour essayer de discuter République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup d'entrée des jeux. La question se pose également entre un dialogue ou un référendum. Quelle est votre réaction d'entrée des jeux avant d'entrer, bien évidemment, dans les questions de fond? Je crois que ce serait un peu créer une sorte d'embrouillamini, parce que le dialogue n'en appelle pas nécessairement le référendum, bien que il y a en même temps cette loi-là qui a été initiée par la loi référendaire Gondankoy, fixant les conditions pour l'organisation d'un référendum, laquelle loi a été déclarée conforme, mais sous réserve d'au moins 13 dispositions. Alors, je pense que le dialogue, vous l'avez introduit, le président a déclaré que ce serait un dialogue différent de tout ce qu'on a connu comme dialogue dans ce pays autrefois. Okay, voilà. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit d'abord chercher à comprendre quand il évoque que ce serait un dialogue différent. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme différence avec d'autres dialogues? Voilà. Moi, je pense que évidemment, ce dialogue devrait être différent si jamais on y arrivait. Différent pourquoi? Les Congolais ne voudraient pas revivre encore des dialogues qui vont aboutir par des conclusions nous fragilisant. Du type, parce que vous savez, nous gardons à nos mémoires les dialogues entre Congolais au niveau de Sun City. Oui. Ce dialogue-là, dont les conclusions nous ont fragilisés jusque ce jour-ci. Tenez, c'est à partir de ce dialogue-là qu'on a eu à déverser au sein de nos forces de sécurité et de défense, donc l'armée, des éléments ougandais, des éléments rwandais et burundais. C'est suite aux conclusions de ces dialogues-là. Et c'est toujours les mêmes assises du dialogue de Sun City qui, finalement, au regard de ces conclusions-là, qu'on a eu l'article 10 au sein de la Constitution, de là, on est encore revenu à ce que la République avait déjà annulé en termes de nationalité collective, c'est au niveau de ce dialogue-là. Donc, moi, je pense que... Et réintégration des Banyamulenge. Mais c'est ça, effectivement. Okay. Parce que cette histoire-là, Mobutu, quand il signe, il y a eu plusieurs étapes, hein, mais je prends un peu juste pour... l'attribution collective. Oui, essayer de comprendre pourquoi ce dialogue, si c'est peut-être ce que le président pense, devrait être différent, parce que les Congolais sont très sceptiques. Ils veulent pas revivre encore les brassages et mixages. Okay. Vous voyez ?
ça nous a ramené à cette difficulté que nous avons encore ce jour, parce que sous Mobutu, quand il prend une ordonnance, l'ordonnance numéro 71/020 du 26 mai 1971, donc 71, qui n'avait qu'un seul article, cette ordonnance-là, qui stipule que toute personne originaire du Rwanda Urundi établie en République du Congo à la date du 30 juin 1960 est réputée avoir déjà acquis la nationalité congolaise au regard de cette date-là. Okay. Vous voyez? Donc, et puis qui fut abrogé en 1981. Et là, maintenant, on leur a retiré le droit d'exercer dans l'armée, de se mêler en politique. Il y a eu des mesures d'encadrement. Oui. Bon. Et maintenant, c'est le dialogue de Sun City qui nous ramène encore dans ce que la République avait finalement annulé. Vous voyez? Et c'est pourquoi je dis, les Congolais ne voudraient pas encore vivre les mêmes choses. Nous avons des problèmes à l'Est avec cette occupation où c'est une occupation étrangère. Kagame l'a prouvé suffisamment par des déclarations directes qui ne demandent pas la moindre dose. Il s'est pas caché. Quand il dit que si vous voulez que je lâche Goma et Bukavu, venez d'abord commencer par résoudre mes problèmes. Donc des problèmes à lui. Vous voyez? Donc, il faudrait pas qu'on aille encore dans ce type de dialogue où il va, par l'entremise de ces assises-là, nous déverser encore ces éléments au sein de nos institutions. Voilà. Bien évidemment, vous avez parlé de la question sur le Banyamulenge. Certes, cela n'a pas été inscrit à l'ordre du jour, mais nous allons justement brosser cette actualité. Lors de son passage en France, bien évidemment, Martin Fayulu qui dit que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, mais contrairement à la réaction de Azarias Roubera, qui fut ministre ici au Congo, qui dit que les Banyamulenge existaient déjà sur la terre congolaise depuis 1885, donc avant la conférence de Berlin. Oui. Contrairement à cette attribution collective, pensez-vous aujourd'hui que les Banyamulenge constituent un problème pour la bonne marche de ces pays? Sans pourtant être dans des déclarations incendiaires. Non. Je crois que d'abord, les déclarations d'Azarias Roubera, il a ses motivations parce qu'il se sent concerné. Il veut à tout prix être congolais. Être sur un territoire avant 1885 soit-il, cela ne dit pas que ils sont d'office congolais. Non, il y a quand même la notion de nationalité, il est juridique. Oui, il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes à suivre. Tenez, quand par exemple en 1959, les Belges, parce que en ce temps-là, avant 1960 ou à la date du 30 juin 1960, la population congolaise était estimée à 15 246 864 habitants. Voilà. Les précisions des Nations Unies ainsi que des institutions en la matière, des statistiques. Maintenant, quand vous faites la moyenne, vous avez plus ou moins, quand vous prenez les 15 millions divisé par 2 millions de kilomètres carrés en superficie, 2 millions et quelques, vous avez au moins 7 habitants par kilomètre carré. Donc, c'était pratiquement vide. Maintenant, les Belges, qui devraient faire des champs de café à Bukavu et consorts à l'est là-bas, ils ont jugé bon que s'il faut aller prendre une main-d'œuvre au centre du pays, au Katanga, parce qu'il n'y avait pas il y avait pas beaucoup de gens. Pour les ramener à l'est dans les champs de café, ça va être coûteux pour eux. Alors, la solution, c'était quoi? Prendre de tout près. Ils ont pris camion par camion 30 000 Rwandais qu'ils ont amenés à Bukavu dans l'objectif. Donc, c'était pour eux une main-d'œuvre. Les Belges ne les ont pas amenés pour leur dire que vous devenez des Congolais. Non. C'est votre terre. Non. C'était ça. C'est pour des raisons économiques. Les champs de café.
Vous comprenez? C'est pour essayer de voir que Roubaix-Roy, il réagit parce qu'il se sent concerné. Ouais. Lui, à tout prix, il veut être Congolais. C'est pas mauvais. Mais là où il y a un sérieux problème, c'est aussi au niveau de l'intégration. On va revenir. Okay. J'étais en train de dire d'abord que parmi les vagues, nous sommes en 59. Le Congo est vaste. Même en interne, quand on crée la Gécamine, à l'époque, on l'appelait l'Union minière du Haut-Katanga. Mais les Belges se sont rendus compte, il n'y avait pas assez de population autochtone d'abord au Katanga. Okay. Ils ont pris d'une part la main-d'œuvre au Kasaï, qui n'est que province voisine du Katanga. Et de l'autre côté, ils ont en même temps repris encore la main-d'œuvre des Rwandais et Burundais. Tous ceux qui ont vécu au Katanga à l'époque de Mobutu savent ce que je dis. Ils étaient là, ils vivaient là, ils travaillaient à la Gécamine. Sans problème. Donc, les Belges ne faisaient pas cette, je peux dire, qualifiée d'importation de main-d'œuvre pour leur dire, vous devenez des Congolais. Mais alors, quand ils sont allés prendre la main-d'œuvre au Kasaï pour renforcer, il n'y avait pas assez trop de personnes en tant qu'autochtones. Est-ce qu'ils allaient encore dire aux Kassaïens là qui sont des Congolais, vous devenez comment? Des Katangais ou vous devenez quoi? Alors c'est un problème économique. Okay. Il fallait une main d'œuvre là où c'était vide. Je vous ai dit ici, le 30 juin 1960, les statistiques les plus officielles nous estimaient, ils ont produit un chiffre de 15 millions d'habitants. Voilà. Même Mobutu à son époque. Nous n'étions le dernier recensement, nous étions à 30 millions seulement. Regardez l'étendue de ce territoire-là. Donc, les mouvements causés par les Belges, premièrement, c'était sur objectif économique. Voilà. Ils ont investi, mais il n'y a pas de population. Il n'y a pas la main d'œuvre. Donc, c'est comme ça que cette première vague qu'on a ramenée à 30 000 camions par camion, les vidéos sont là. Ils sont venus s'installer pour travailler pour le compte des Belges. Okay. Maintenant, Mobutu, quand il prend son ordonnance, là, il y a une réalité que tout le monde devrait noter. Je la détiens d'une grande personnalité qui était parmi, parce que vous savez... Parce qu'on dit aujourd'hui, je vous relance également par rapport à cette éclairage que vous allez apporter, on dit aujourd'hui que Mobutu a été pressé par son ancien directeur de cabinet, Bisengimana, qui était des Rwandais, il faut le dire. Je vais essayer d'apporter une précision sous contrôle de André Alain Atundu. Ok. Qui est bien évidemment vivant jusqu'à Qui est vivant, qui est l'un de ceux qui ont été les responsables des services de sécurité de ce pays sous Maréchal Mobutu. Ok. Il révèle ceci. Mobutu, qui était le protecteur d'Abiyarimana, le président rwandais, qui était un Hutu. Parce que les Kagame et les autres ne faisaient pas face au maréchal Mobutu. On avait une armée avec le général Mayele qui dirigeait la 311e bataillon, mais on les terrassait sans difficulté. Même quand Abiyarimana fut abattu dans son avion, oui. Mobutu a confié à Mayele et ses hommes de troupes d'aller extraire le corps du président Abiyarimana, déjà mort du Rwanda, pour ramener ça ici. Et bien qu'il y avait des troubles là-bas, mais ils sont partis et parmi les militaires qui étaient dans cette opération à très haut risque, il y a le général Constant Ndima, ici, que nous négligeons. Ils sont allés dans... gouverneur militaire. Mais oui, ils sont allés, vous allez comprendre pourquoi les Rwandais ont tiré des ficelles pour diaboliser Constant Ndima et qu'il soit démis de ses fonctions. Eux fonctionnent sur base de mémoire. C'est ça notre faiblesse, nous. Même à l'école, on ne nous apprend pas notre propre histoire. Mais eux là-bas, ils sont en train d'endoctriner tout le monde. Que voilà, par exemple, Bukavu et Goma, c'est pour nous les Rwandais. Oui. Mais chez nous, qu'est-ce que nous disons? Voilà aujourd'hui comment même les intellectuels sont divisés devant une simple question de sont-ils Congolais ou pas? C'est parce que... Parce qu'à la base, il n'y a pas on nous inculque pas il y a rien. De valeurs... c'est ça, nos faiblesses qui font que, vous voyez même les Kagame et les Museveni, ils ont la facilité de nous pénétrer parce qu'ils ont repéré cela. Voilà. Vous voyez? Maintenant, c'est Abiyarimana qui se plaint auprès de Mobutu. Il lui dit, mais ces gens-là, tant qu'ils sont à la frontière, là, moi, je ne suis pas à l'aise. Ils continuent à s'organiser pour venir me renverser. Ces gens-là, qui étaient-ils? Ce sont les Tutsis rwandais. Voilà.
C'est comme ça que Mobutu lui pose la question, mais vous voulez que je fasse quoi pour vous? Abiyarimana lui dira, mais donnez-leur même la nationalité, qu'ils restent là-bas et vous les éloignez même de la frontière. Okay. C'est le maréchal dans son orgueil de protecteur. J'ai dit, mais ça c'est un petit peu. C'est lui qui a enjoint à son directeur de cabinet de préparer une ordonnance. C'était pas venu de Bisengimana. Parce que même quand Mobutu avait engagé Bisengimana comme ingénieur, Mobutu dans son état d'esprit, c'était pas question que Bisengimana est venu en tant que Rwandais, non. En termes de géopolitique ou bien... Non, c'était un garçon intelligent qui a étudié ici à Kinshasa. Il a fini ici en tant qu'ingénieur. Vous voyez, Mobutu avait beaucoup de gens autour de lui qui n'étaient pas des Congolais. Okay. C'est lui qui a aussi dirigé les services RANER de grande époque. C'est y aller, Jean sait y aller. Oui. Mais quand il est mort, avant de mourir, il a laissé ses désirs ou sa dernière volonté. Il a dit, commentaire au cas où je mourrais, dans la terre de mes ancêtres. C'est où? Au Portugal. Et c'est y aller a été enterré là-bas. Or, c'est y aller fut même à un certain moment, il passait même plus riche que Mobutu. Que ça, il a passé ici aux Zaïre. Mais oui, il a travaillé ici, au plus haut sommet de l'État. C'est lui qui coinçait tous les Tshisekedi les Etienne, quand ils ont commencé l'opposition. C'est y aller. Vous voyez? Je suis avec cette question de manière collègue. Quand Mobutu a signé cette ordonnance, voilà le départ des plus grands problèmes. Or, quand ils étaient ici, ils ne s'appelaient pas Banyamulenge, c'était les Banyarwanda. Ok. On les appelait d'ailleurs communément les Barundi. C'est en 1970, donc 70, que monsieur Guizaro Muhoza, qui est le père biologique du ministre Alexis Guizaro, qui conçoit cette histoire-là de Banyamulenge. En rapport avec cette colline Mulenge. Voilà, justement. Et maintenant, ça change d'appellation. Même lui-même, le concepteur, l'inventeur de cette histoire de Banyamulenge, quand il est décédé, on l'a enterré au Rwanda. Mais pourtant, il a exercé ici comme député. Voilà. Mais à sa mort, pourquoi on est allé l'enterrer là-bas? Le DG ici, l'ancien DG de DGDA, la douane, quand il est mort, on l'a enterré au Rwanda. Donc, ils ne doivent pas, oui, ils ne doivent pas nous dire qu'ils sont des Congolais. Nous acceptons, mais quand ils meurent, on va les enterrer au Rwanda. Oui. Il y a un sérieux problème. Qui voudrait que, c'est là que pour moi, je souhaiterais que ce dialogue-là soit effectivement différent de tous les autres dialogues en ceci, que l'on doit d'abord non pas y aller pour des problèmes de poste. Là, il faudrait que ça soit à l'image de la conférence nationale souveraine. Voilà. Parce que là-bas, Mobutu avait permis même le grand rebelle Nathaniel Mbumba, qui était là, tout le monde était là, tous les sécessionnistes qui étaient encore vivants, en l'occurrence, parce que Tshombe était déjà mort, mais Kalonji Albert était à la conférence. Mais quand ils sont allés là-bas, les Congolais ne sont pas allés discuter partage ou formation de gouvernement, non. Il fallait revisiter tous nos problèmes, pourquoi le pays n'a pas avancé. Voilà. Je pense que si ce dialogue qui viendrait ne serait pas ou ne va pas aller dans le sens de chercher à se donner des postes, mais plutôt se poser des questions. Pourquoi ces gens ici nous montent dessus? Alors, de clarification. Oui, on a connu un temps sous maréchal. Ces gens-là ne bougeaient pas. Oui. C'est Mobutu qui bougeait les pouvoirs dans tous ces pays-là. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous n'allons pas rester sur cette question, bien que nous avons prévu d'autres thématiques. Oui. Mais aujourd'hui, en parlant bien évidemment de Félix Tshisekedi, certes, nous n'allons pas entrer dans le procès d'intention, parce que après sa conférence de presse, tout le monde a dit qu'il va briguer un troisième mandat. Mais au regard, bien évidemment, de sa famille politique, je parle de l'Union sacrée, est-ce qu'aujourd'hui, cette éventualité, je parle bien évidemment de ce troisième mandat, est envisageable au regard de ces décors qui est déjà planté? Bon, vous savez, le problème de troisième mandat donne lieu à plusieurs interprétations selon les camps politiques. Okay. Je suivais par exemple, c'était Christian Bossembe sur Top Congo FM, qui, selon lui, il développe une autre théorie. Il dit que il sera pas question de troisième mandat parce que on va se retrouver dans la configuration d'une nouvelle constitution. Donc, le tout tombe et là, on repart à zéro. C'est là que je dirais que, mais on doit faire très attention avec ce que nous produisons comme narratif. Ok. Pourquoi je le dis?
Aujourd'hui, nous parlons de 18 ans de Joseph Kabila. Mais les 18 ans là, ce n'est pas sur cette constitution de 2006. Mais pourquoi? Là-bas, nous comptons 18 ans parce qu'il a fait 5 ans. Les 5 premières années, de 2001 à 2006, c'était sous des textes. Il a trouvé un texte qui est laissé par Mouzé. Et puis, on a eu une constitution de transition. Ok. De 2001 jusqu'à 2004. Et puis, cette constitution a été promulguée le 18 février 2006. Donc, s'il faut aller dans cette logique-là, donc on va aussi dédouaner à Joseph Kabila le tout avec tous les risques des implications juridico-politiques si on doit considérer que oui, tout homme, on ne compte rien sur le président par rapport à ces 10 ans qui sont pour autant constitutionnels. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on va encore compter sur Joseph Kabila? Moins encore. Parce que il a été condamné, c'est sur base de cette constitution. Ah ouais. Voyez le danger, changer cette constitution va le danger de certains narratifs qui peut-être peuvent être comme ça intéressants pour le besoin de la cause, mais dans le fond. Parce que quand vous lancez une réflexion, ceux qui sont en face de vous attendent pour exploiter le côté faible de ce que vous dites. Ah oui. Donc il faut toujours être très prudent, surtout quand il s'agit des questions d'État. Comprendre ce qu'on dit et essayer d'imaginer que maintenant ceux qui sont contre mon opinion, quand ils vont se mettre à exploiter les côtés négatifs ou les côtés faibles de ceci, comment je vais alors répliquer? Ok. Vous voyez? Donc moi, je pense que le président, dans ce qu'il disait, j'avais d'abord aimé quand il dit tout ce que je fais, c'est pour faciliter à mon successeur qu'il trouve des instruments de travail un peu souples. Donc, je n'ai pas forcément l'intention de changer quoi que ce soit pour s'éterniser au pouvoir. Oui. Ça, c'est lui-même qui le dit. Et plus loin, il nous a encore révélé que j'ai expérimenté depuis que je suis à la tête de ce pays, que faire 10 ans à la tête de la RDC, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la santé sera menacée. Okay. On n'allait pas rester en bonne santé. Et quand je prends ces déclarations d'avant et ce qui se passe aujourd'hui, bon, qu'est-ce que moi je me dis? Oui, en tant que journaliste. Oui, je dis ceci. Donc, si nous tenons à le pousser, forcément qu'il se trouve un troisième mandat, parce que nous nous disons c'est nous le peuple, et s'il arrivait qu'il devenait moins performant que ce qu'il est maintenant, est-ce que ne pourra-t-il pas un jour nous dire que mais moi je vous avais dit qu'au-delà de 10 ans, maintenant ma santé me fait défaut, je ne sais pas vous donner les résultats mieux que ce que j'ai fait pendant les 10 premières années. Okay. Qui aura faute? Est-ce nous, les fanatiques, qui lui disions non, nous c'est toi ou rien. Oui. Fais tout ce que tu veux, nous voulons te voir y aller pour un 3e, 4e mandat. C'est nous le souverain primaire qui décidons. Vous comprenez pourquoi je dis, à un certain niveau, la survie de la nation ne doit pas être mêlée à des sentiments quelconques, mais plutôt à des projections. Lui-même le dit. Un homme d'État, c'est celui qui se projette dans l'avenir, pour les générations à venir. Quand bien même qu'au niveau de sa famille politique, on dit que par rapport à la guerre qui sévit dans la partie Est, vous savez aujourd'hui que nous avons des territoires occupés, contrairement à Joseph Kabila. Donc tu sais qu'il dit avec cette politique qui a essayé de mettre Kagame dos au mur, doit effectivement ou impérativement rester au pouvoir. Est-ce que vous partagez cette pensée de l'union sacrée de la nation? Bon, je crois que ceux qui disent, qui réfléchissent comme cela, je ne les condamne pas totalement. Pourquoi? Ça saute à leurs yeux comme une première où on a connu Kagame dans toute son arrogance. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout ce qu'il peut faire sur le Congo et personne ne le pointe du doigt. Mais quelque part, je vais demander à tout le monde. Laurent Désiré, il était là, il a commencé à dire, il le dit même en Belgique, que mais vous voulez que je vous dise quoi? Il n'y a pas de rebelles, ce sont des Rwandais qui nous attaquent. Ça lui a coûté la vie.
Il en est parti. Il n'avait jamais reculé. Même quand ces gens-là lui disaient, tu dois donner des territoires à Museveni et Paul Kagame. Il révélait le tout à la place publique. Tel que le fait Félix Tshisekedi. Des fois, moi, je le prends c'est quelqu'un qui va dans... Qui mène à bien le combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Regardez même, il trouve les services nationaux. Oui. Que Joseph Kabila n'a pas su réactiver ou mettre en valeur. Parce que Mouzé, c'est pratiquement 3 ans. Il n'a pas eu le temps de matérialiser tout ce qu'il avait comme vision. Dans sa politique. Voilà. Mais d'entrée de jeu, Mouzé nous laisse le boulevard triomphal, d'une très bonne qualité. Il nous laisse les services nationaux qui produisaient déjà. Mais quand Félix arrive... Avec la cantine populaire à l'époque. Oui. Regardez comment Félix Tshisekedi aussi se comporte. Il s'attaque à Kagame finalement et il va avec lui partout jusqu'à faire dire maintenant tous ceux au niveau de la communauté internationale qui n'en parlaient pas, qui ne voulaient même pas en parler. Et finalement, il commence à... Les langues se sont déliées. C'est suite à ce que Félix Tshisekedi a pris ce courage-là d'aller partout. Il le sait, on peut le tuer, il peut se faire assassiner. Souvenez-vous, quand il était à l'Est, je crois la première ou la deuxième fois, lui prend un autre avion, mais l'autre avion qui avait du matériel avec son chauffeur, paix à son âme, maréchal, a été abattu. Mettez-vous à sa place. Quand vous descendez, on vous dit votre avion venait d'être abattu. Ça signifie qu'ils ont imaginé, ils étaient convaincus que toi, Félix Tshisekedi, tu étais dans cet avion-là. Il y a un danger permanent dans ce sujet-là. Mais il n'a pas reculé. Ouais. Ça, c'est un fait qu'il faudrait comprendre que c'est une flamme du nationalisme tel que Mouzé l'avait fait. Et il le sait que ce que je fais ici a coûté la vie à Laurent Désiré. Regardez ce qu'il fait maintenant du service national. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Quand il l'amène, il va même plus loin jusqu'à construire une école dans le territoire, dans le village natal de Laurent Désiré, en mémoire de lui étant l'initiateur des services nationaux. C'est ça aussi un compatriote, c'est-à-dire qui met en valeur. Contrairement à Joseph Kabila, il n'avait pas ces comportements-là. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu le bien fondé de ce côté-là. Okay. Aujourd'hui, d'une part. Parce qu'il était coincé ou bien parce qu'il ne voulait pas pérenniser cette idéologie de Mouzé Laurent Désiré Kabila? Chacun a son intelligence, c'est-à-dire sa capacité à appréhender ce qu'il doit faire pour laisser aussi des empreintes. Félix Tshisekedi le sait très bien. Même si nous nous disons, toi tu es là 100 ans, mais est-ce qu'il va vivre 100 ans? On avait donné 100 ans à Mobutu. Il en a fait que 32. Mais, et puis il n'est mort qu'à 66 ans. Voilà. C'est du fait qu'il a été aux affaires très jeune. 35 ans, il devient définitivement président. Mais Mobutu est mort encore jeune, 66 ans. Et il est décédé. Dès qu'il était affaibli par la maladie. Oui, mais je parle d'abord en termes d'âge. Bon, Félix Tshisekedi, vous voyez, lui, il trouve que, mais ce que Mouzé avait initié ici, c'est très capital pour la nation. C'est dommage que Joseph Kabila n'a pas vu ça. C'est-à-dire, dans sa façon d'appréhender les choses, lui n'a pas vu ce que Félix Tshisekedi a vu dans la politique de Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est une faiblesse de ce qu'a été la gouvernance de Joseph Kabila. Maintenant, regardez les résultats. Et ces résultats, moi, j'ai toujours été de ceux-là qui pensent que il faudrait une grande politique très large sur les services nationaux. Et ces services pourront être pour cette République même le fer de lance de l'économie. Imaginez-vous, si on dote à ce service national des gros moyens jusqu'à lui donner une minoterie à capacité industrielle, au lieu de nous amener du maïs à l'état brut sur le marché, eh bien, les services nationaux vont commencer à ils récoltent et puis ils en font un produit fini. Pour exporter aussi. Avec implication directe, on ne va plus aller en Angola pour importer les petits sacs de semoule. On ne va pas aller en Zambie pour importer les petits sacs de semoule. Ça va d'abord privilégier l'économie circulaire. L'argent va quitter d'entre les mains des commerçants. Ça reste là-bas au service national. Vous passez votre commande. Après un temps, vous venez récupérer vos tonnes de marchandises. Le service national qui fabrique des bancs utilisés à l'université. Mais si on leur donne une menuiserie, ébénisterie à grande capacité internationale, ça peut commencer à rayonner même dans l'Afrique centrale. Ou ici, accompagné avec une loi interdisant à tout ministre, tout mandataire, tout DG de n'utiliser dans les bureaux que les meubles
fabriqué par le service national. C'est-à-dire, quand vous êtes nommé ministre, il ne faut pas aller en Chine commander les meubles. Passez votre commande au service national. Oui. Vous avez les meubles ici. Donc, l'argent ne va pas sortir. Même pour du papier hygiénique, eux, ils peuvent le faire. Même les trucs ici, les cure-dents. Mais si c'est question qu'on définisse, qu'on donne des moyens conséquents à ce service-là, ça va faire un centre où les commerçants vont converger là-bas au lieu d'aller en Angola, à Loufou, vous voyez. Voilà, merci beaucoup. Je chute par là. Ouais, allez-y. C'est-à-dire, chacun doit amener une pierre qui reste éternellement dans la mémoire. Parce qu'un président n'a pas vocation de plutôt se battre pour s'éterniser au pouvoir tant qu'il sait qu'il mourra. Oui. Mais plutôt qu'il pose des actes de gouvernance qui vont rester éternellement dans la mémoire collective du citoyen. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Henri Timbalanga, qui est journaliste et promoteur du magazine Rendez-vous dans le cadre de votre émission Face à l'élite. Nous allons chuter avec cette question de dialogue. Le 17 juillet dernier, le chef de l'État a réuni les confessions religieuses menées par le cardinal Ambongo. Que sait-on du contenu par rapport à vous êtes journaliste, que sait-on du contenu de ces dialogues-là? Bon, il faut aussi avouer que le contenu n'a pas encore fuité, mais seulement on leur a donné une mission de faire des travaux préparatoires. Mais moi, je pense que il faut aussi il faut considérer. Vous savez, ce que moi, je n'apprécie pas dans cette charge donnée à ces confessions-là, d'abord, eux-mêmes sont conflictogènes. Est-ce que ont-ils ce profil-là? Écoutez, mon cher ami, ce dialogue nous amène en projection de rassurer l'existentialité de notre pays. Alors, c'est pas des gens... Regardez par exemple certains d'entre eux, quand on leur pose la question, vous soutenez le changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'on doit changer dans la Constitution? Ils savent pas. Non, ils ne savent même pas répondre. Oui. On a vu avec Pascal Moukouna, dans le panel de Stanislas Boujakera, il ne sait même pas pourquoi il soutient. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on doit changer? Il ne sait rien. Pour vous, la révision et le changement, c'est quoi? Il répond autre chose. Et pour finir, il faut changer à mon encore. On doit s'imposer à tout prix. Voilà. C'est pourquoi ça m'inquiète. Est-ce que ont-ils ce profil-là de tabler sur des travaux préparatoires quant à la survie d'une nation aussi compliquée que la RDC? Je ne pense pas. Regardez la conférence. Moi, je demanderais au président de la République de beaucoup plus s'inspirer quant à l'organisation de la conférence nationale souveraine, parce que ça englobait les 3000 représentants, les recoins et recoins. Et l'esprit qui avait animé la conférence, si vous regardez bien, vous allez comprendre que c'était, on dirait Dieu, qui devrait jeter les jalons. Pourquoi j'évoque Dieu? Mobutu, au sein de la conférence, il était sûr que ce sont ses candidats à lui qui vont passer. Parce que la conférence, qu'on se le dise, c'était organisé sous le MPR. Et la majorité, 70% des participants étaient membres du MPR, le Mouvement populaire de la Révolution. L'UDPS, c'était déjà une majorité écrasante. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi je dis que c'est Dieu qui a jeté les jalons pour le devenir de ce pays à travers la conférence nationale souveraine? Lors des élections, on doit voter qui va diriger le gouvernement pendant la transition. Mobutu aligne le professeur Thomas Kanza, qui était aux États-Unis. Et la société civile et les autres alignent Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les élections commencent tard dans la nuit. Tout le monde a veillé devant le petit écran. On commence le décompte. Les bulletins qui portaient la mention Yachichi étaient annulés. Mais Tshisekedi a battu Thomas Kanza, le candidat du MPR du maréchal, à 73%. Mobutu, qui ne comprenait pas, il appelle l'un de ces hommes qui était censé donner de l'argent à tout un chacun. Il dit, mais tu n'as pas donné l'argent à tout le monde. Il dit, voici la liste. Tout le monde a perçu son argent. Mais comment ils ont voté Tshisekedi?
C'était la main de Dieu. Ok. Voilà, chuter dans cette question. Donc, parce que on doit éviter de donner vraiment à une telle structure, soi-disant confession religieuse, les travaux. Je ne sais pas ils vont y arriver. Ils vont prendre d'abord quelle structure, quelle phraséologie. Alors, pour moi, ça ne me rassure pas. Voilà, merci beaucoup Henri Tchimbalanga. Nous allons prendre la question sur la coalition C64. Quel rapport de force vous pouvez faire entre cette coalition avec le pouvoir en place? Est-ce que c'est une coalition qui va peut-être mettre dos au mur Félix Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de cette coalition qui ne savent pas mobiliser. Je crois que quand vous regardez les faits, bon, évidemment, en tant que journaliste, on a la discipline de respecter la sacralité des faits, c'est-à-dire telles que les choses se présentent. Et les commentaires en sont libres, hein. Mais si on doit commencer d'abord par là, les faits. Au demeurant, le pouvoir ne voyait pas cette opposition-là être capable de quoi que ce soit. Oui. Ils se disaient, ils peuvent pas mobiliser 50 personnes dans la rue. Quand la C64 qui a été mise sur pied à la suite de la conférence de presse donnée par le président de la République à la RTNC, quand il a déclaré, il a expliqué que si jamais le peuple lui donnait l'invita au troisième mandat, il sera prenant. La première manifestation de la C64 aurait mis de la puce à l'oreille du pouvoir. Voilà, les sit-in en question. Parce que, il y a une cette répression. Non, d'abord, la ville morte. Oui, la ville morte, oui. La ville morte, le matin, ça se calcule tôt le matin jusqu'autour de 10h, 11h. Généralement, on commence à peut-être et on a vu même certains bourgmestres aller menacer les commerçants que si vous ouvrez pas, ainsi de suite. Vous donnez des pénalités. Donc, je peux dire que c'était comme un réveil. Oui. Le pouvoir aurait compris qu'attention, comment ça se passe ainsi? Deuxième manifestation, le sit-in. Ça a été une réussite pour l'opposition. Et moi, j'ai toujours dit que ce jour-là, parce que quand vous voyez les vidéos, vous sentez même la police qui était capable de détaler, prête à détaler. Mais n'eût été les jeunes gens qui étaient en tenue civile, ce sont eux qui ont maîtrisé l'événement. Pour ne pas citer leur dénomination, mais vous voyez, et ça fait beaucoup de bruit, même sur le plan international. On a commencé à accuser le régime d'entretenir une milice, la force du progrès, jusqu'à pousser même le CG de l'UDPS à aller formuler une plainte au parquet au motif. Ça voudrait dire que le pouvoir a été sorti de sa léthargie, c'est par les événements de l'opposition. Maintenant, c'est de là que Félix Tshisekedi s'est réveillé dans sa peau de stratège politique aussi. Maintenant, de ramener à l'ordre. Il les balance, il provoque Burundi, il les convoque là-bas, ils reviennent, ils assoient, ils maîtrisent la manifestation du 8, et l'engouement qui était déjà autour, qui était grandissant. Cette pression-là. Le temps qu'il projette encore pour le 22, Félix Tshisekedi les renvoie chez Cardinal Lambongo et ils ne pouvaient pas refuser d'y aller parce que eux aussi tiennent au soutien du cardinal. Et là, à Lingala, on dit Mbroussou, c'est-à-dire la balle est en l'air, maintenant, c'est lui qui maîtrise la balle, qui met la balle à terre. Il a le temps maintenant de contrôler le terrain. Et c'est lui qui a fait ça, c'est Félix Tshisekedi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Ça veut dire ils ont perdu cet engouement-là, qui était déjà grandissant. Ils n'ont pas compris que c'est politique. Félix Tshisekedi a aussi des raisons légitimes, parce que il doit, qu'on le veuille ou non, il doit se battre pour ne jamais perdre un mandat en cours. Ce sera l'histoire va le condamner, qu'il a été incapable, ne serait-ce que d'exercer de bout en bout son mandat. Vous voyez? Donc politiquement, il devrait sortir aussi toute son intelligence. Il les a maîtrisés à ce niveau-là. Et ça a donné même lieu à des fissures au sein de la C64. Certains qui disent, non, voilà, ils ont mordu. Ils sont maintenant maîtrisés par Tshisekedi, ils ont changé même des objectifs. Maintenant, ils ne parlent plus de la mise en accusation de Félix, qu'il aurait violé la Constitution. Donc, vous comprenez? Ça voudrait dire, quand les gens changent et d'itinéraire et de cible en termes de projection, ça voudrait dire
qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils avaient dès le départ. Donc, voilà ce que je peux dire, que le rapport avait commencé, qui grandissait en faveur de la C64, mais subitement, les stratégies de Félix Tshisekedi les a carrément renversés et il reprend le contrôle de la situation. Mais attendons voir les jours à venir. Voilà, parce qu'il y a une marche prévue pour le 15 septembre. Attendons voir ce que ça va donner, s'ils vont reprendre encore cet engouement-là. Alors, on reviendra pour constater. Voilà, merci beaucoup. En quelques 5 poussières de minutes, nous allons prendre la question qui est aussi d'actualité sur Ensemble pour la République. Il y a les journaux parus ce matin qui parlent d'un ensemble, mais chacun pour soi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette histoire de Olivier Kamitatou qui n'est plus visiblement avec Moïse Katumbi, c'est un débauchage par rapport à ce qui se passe? C'est le pouvoir en place qui l'a débauché ou bien justement, il est fatigué de travailler pour Moïse Katumbi? À votre avis? D'abord, Ensemble, je n'ai jamais vu ça comme au fait un parti politique. Parce que la naissance d'Ensemble pour la République, c'est-à-dire, on prend les différents partis politiques qui croyaient en Moïse Katumbi. Et puis à Lumbi aussi à l'époque. Voilà, il y a même le sénateur, notre ancien ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutumula, il s'est déjà retiré avec son parti. C'est-à-dire, est-ce que quand ils ont adhéré dans ça, avaient-ils accepté carrément de liquider leur parti? Je dirais non, parce que ceux qui se sont retirés, ils ont repris leur parti politique. Olivier Kamitatou se retire. Tu sais, il y a des gens qui étaient autour de Moïse, non pas pour servir la nation, mais parce qu'ils trouvaient des avantages directs, qu'ils pensaient avoir un peu les moyens de survie derrière Moïse Katumbi. Donc, ils ne voyaient pas la nation, mais ils voyaient leur survie. Les intérêts personnels. Voilà, au quotidien, il y a des avantages. Avec Moïse, il y a l'argent, facile, ainsi de suite. C'est un peu cette image-là. Voilà. Mais dès lors que Moïse Katumbi n'est plus aux affaires, il a aussi des sérieux problèmes. Quelqu'un qui est en exil, vous pensez qu'il a encore la même mise sur même la gestion de ses affaires qui sont ici sur place? Non. Et en ce moment-là, vous ne pouvez plus tout le temps lui parler de problèmes d'argent, de vos problèmes d'argent. Voilà, il est fatigué. Il est fatigué. Ça voudrait dire que ce sont des gens qui sont allés chez Moïse parce qu'il y avait des intérêts égoïstes propres à eux et non pas en termes d'intérêt. Pourquoi on parle de ces débauchages? C'est la question qu'on se pose. Parce que après avoir repris son passeport, je parle d'Olivier Kamitatou, c'est alors qu'il s'est décidé de quitter Ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, sans pour autant entrer dans la cuisine interne du pouvoir en place, il a été contacté par le pouvoir en place pour essayer de fragiliser ces partis, bien que vous avez dit que c'est pas un parti, c'est un ensemble, pour fragiliser Ensemble pour la République? Ce sont des bonnes guerres, ce sont des bonnes stratégies politiques, et c'est pas étonnant qu'il en soit ainsi. Voilà. Vous savez, les Belges, ce sont les Belges qui nous ont appris le débauchage. En 1960, la toute première fois, le Parlement belge vota un budget de 7 millions de dollars à l'époque, avec objectif débaucher tous les mécontents de Lumumba, pour les ranger de l'autre côté et anéantir Lumumba. Voilà. C'est comme ça que ces fonds-là, qui étaient appelés les fonds secrets, Mobutu en a fait son système jusqu'à aujourd'hui. Au Parlement, il y en a. Et quel est le rôle de cet argent-là? C'est pour débaucher ceux qui vous mettent mal à l'aise dans l'autre camp, tout en affaiblissant l'autre camp. Donc, politiquement, c'est pas étonnant. Voilà. Qu'il soit débauché. S'il a trouvé que maintenant, là-bas, ça commence à sombrer, il y a plus d'argent, alors je risque de disparaître avec moi-même encore. Donc, si le pouvoir a essayé de jouer là-dessus. Henri Tchimbalanga, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste et promoteur du magazine Le Rendez-vous. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, le même travail et la même détermination. Au revoir.